Bonjour, je vous propose d'aborder dans cette vidéo un thème d'actualité, le changement climatique, ses conséquences œnologiques et les stratégies d'adaptation qui en découlent. Afin d'établir un diagnostic précis, nous allons dans un premier temps examiner les éléments caractérisant ce changement. Ils sont principalement de deux ordres. En premier lieu, l'augmentation des températures. Le chiffre le plus communément admis évoque une élévation des températures moyennes de l'ordre de 1,4 degrés Celsius au niveau mondial, avec des projections allant de plus 1,5 à plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. À l'échelle locale, l'augmentation de température en Gironde est de l'ordre de plus 1,2 degrés depuis 1900. Quel impact cette élévation de température a-t-il sur la vigne? En ce qui concerne la durée du cycle reproducteur, il ne semble pas y avoir d'impact significatif. Ce tableau représente la durée moyenne séparant la mi-floraison de la date de récolte pour des parcelles précoces de merlot situées en rive droite. On constate que cette durée est stable sur les 30 dernières années, puisqu'elle était de 106 jours lors de la décennie 91-2000 et qu'elle était de 107 jours au cours des 10 dernières années. Par contre, on s'aperçoit que ce cycle a tendance à se décaler dans le temps et à devenir de plus en plus précoce. Ce graphique représente les dates de mi-floraison à Saint-Émilion sur les 30 dernières années. Bien qu'à première vue, la distribution des points paraisse aléatoire, la courbe de tendance, représentée ici en vert, montre une tendance à une plus grande précocité, avec un décalage d'environ 3 jours entre le début des années 90 et les derniers millésimes. Cette précocité croissante se retrouve d'ailleurs à l'observation des dates de vendange, avec un décalage de l'ordre de 4 jours sur les 30 dernières années. Le second élément fondamental concernant le changement climatique concerne l'évolution de la contrainte hydrique subie par la vigne. Ce graphique, issu des travaux de recherche de l'INRA de Pêche-Rouge, montre l'évolution de l'indice de sécheresse, l'histogramme ici en rouge, sur la période de 1990 à 2012. Cet indice de sécheresse est calculé en faisant la différence entre la quantité de précipitations annuelles, l'histogramme ici en bleu, et les phénomènes d'évaporation et de transpiration du sol et de la plante, appelé indice ETP, représenté par la courbe rouge. Lorsque l'indice est positif, cela indique que la quantité d'eau disponible est supérieure à la consommation et que l'on se trouve dans une situation de confort hydrique. Au contraire, lorsque cet indice est négatif, on est dans une situation de déficit hydrique. On observe une nette tendance sur la période observée, avec une situation de déficit hydrique systématique depuis le début des années 2000. Enfin, on observe ces dernières années une plus grande récurrence des phénomènes météo exceptionnels, tels que la pluviométrie de masse, les périodes de canicule, les hivers doux, les vents violents, les périodes de gel ou la grêle. Les conséquences œnologiques sont nombreuses et concernent une large partie des caractéristiques des baies de raisin au moment de la récolte. On notera que ces observations sont des tendances, qui sont soumises aux variations météo annuelles et qui ne sont donc pas systématiquement observables et pas toujours de manière concomitante. Au niveau de la pellicule, on observe un épaississement qui peut influer négativement l'extractibilité des composés d'intérêt, tels que les anthocyanes ou les précurseurs d'arômes. On note une augmentation du pool de micro-organismes ainsi qu'une augmentation des résidus phytosanitaires. Enfin,
il y a une modification profonde de la composition en polyphénol. Au niveau de la pulpe, on note généralement une augmentation du degré alcoolique potentiel, une diminution de l'acidité totale avec une consommation forte de l'acide malique, une augmentation du pH et une diminution de la teneur en azote assimilable. Mais la conséquence principale reste le décalage accru entre les différentes maturités technologiques, aromatiques et phénoliques, avec des profils de raisin qui évoluent vers des caractéristiques méditerranéennes. Face à ces modifications, les leviers d'action sont de deux ordres. On peut tout d'abord agir au niveau viticole, mais ces actions jouent plutôt sur le moyen et le long terme et doivent tenir compte des éléments de prospective, ce qui n'est pas toujours aisé. Les actions mises en œuvre au niveau de la vinification permettent quant à elles d'interagir rapidement avec les modifications déjà existantes. Nous allons donc évoquer rapidement les principaux axes de réflexion dont le vinificateur doit aujourd'hui tenir compte. Concernant la gestion des fermentations sur des mous au degré probable élevé, le premier point de maîtrise est l'adaptation de la souche fermentaire. En effet, toutes les souches n'ont pas la même capacité de résistance à l'alcool, et leur pouvoir alcogène doit donc être pris en compte prioritairement sur ce type de milieu. Le second point réside en une nutrition azotée nécessaire et suffisante. On rappellera que la quantité d'azote nécessaire pour fermenter un mou à 15 degrés potentiel est de 220 mg par litre, là où 180 mg par litre d'azote seront suffisants pour un mou à 12 degrés potentiel. Enfin, une température de fermentation maîtrisée, dans une plage située idéalement entre 20 et 28 degrés, en évitant au maximum les chocs thermiques, notamment pendant la phase de croissance de levure, est également un facteur favorisant le bon achèvement des sucres. En ce qui concerne la gestion de l'acidité, le premier élément à mettre en œuvre est bien entendu le contrôle analytique. Celui-ci doit idéalement être positionné entre le premier tiers et la mi-fermentation en s'attachant à examiner les éléments suivants: acidité totale, pH, teneur en acide malique et acide tartrique, et concentration en potassium. L'acidification précoce n'est pas une pratique courante dans le bordelais, et nous manquons parfois de repères vis-à-vis de cette pratique. Néanmoins, on peut admettre que dès lors que le pH dépasse la valeur limite de 3,60, une action corrective doit être envisagée. Il existe différentes façons d'acidifier, physiques, chimiques et microbiologiques, avec différents acides comme l'acide malique, l'acide lactique ou l'acide tartrique. Le choix de la méthode d'acidification dépend des caractéristiques intrinsèques de la cuve, du cépage, du profil produit recherché et de l'équilibre général du vin. Enfin, la notion de prix est un élément très important à prendre en compte également. L'emploi d'acide tartrique au début de la fermentation alcoolique, comme cela se fait dans les pays du Sud, est une méthode facile et économique, mais elle peut durcir les vins s'il est employé à forte dose. L'utilisation d'acide tartrique dès le début de la fermentation, puis à tous les stades, peut permettre d'optimiser le cadre réglementaire. L'acide lactique présente un intérêt gustatif certain, avec une acidité qualifiée de plus douce et de plus équilibrée. Mais son coût est supérieur, et son emploi sera plutôt réservé aux corrections sur vin. L'emploi de levures acidifiantes, de type Saccharomyces ou non Saccharomyces, représente un concept alternatif d'intérêt, car perçu comme plus naturel. Bien que l'emploi de ces micro-organismes révèle une réelle efficacité, la maîtrise des niveaux d'acidité produite reste quant à elle plus hasardeuse. Enfin,
Les techniques physiques, comme l'électrodialyse ou les résines échangeuses d'ions, sont des techniques précises et qualitatives, mais dont le coût reste significativement plus élevé que l'acidification chimique. Pour finir, les décalages accrus entre les différents types de maturité conduit à des raisins au profil plus hétérogène. Dans ce cadre, la recherche d'un compromis devient un élément clé, et les analyses de maturité spécifiques, telles que les analyses Biostem ou Glory's, constituent un outil de choix pour aider le vinificateur à trouver le bon compromis. Face à ces nouveaux paramètres, il est également nécessaire de repenser le schéma d'extraction en agissant sur deux leviers essentiels que sont la température de fermentation et le temps de cuvaison. Enfin, certains intrants œnologiques classiques, tels que l'emploi de tanins, de morceaux de bois ou d'enzymes d'extraction, viendront bien sûr compléter l'action du vigneron. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, et vous aura peut-être posé plus de questions que donné de réponses. L'ensemble des consultants Œnosens est d'ores et déjà disponible pour échanger avec vous sur le sujet. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vendanges 2020 et vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.